Donc, moi, je fais toujours un espèce d'effort pour leur dire vous n'avez pas la totalité du dossier. Et puis c'est vrai qu'après, je me rends compte malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui fondamentalement s'en foutent, qui sont du côté du plus fort par esprit grégaire. Bon, ben ça c'est le petit côté, le contre-coup de l'optimisme. Hein. Donc, quand on est entre guillemets, qu'on prétend être un intellectuel et qu'on s'inscrit dans une tradition progressiste qui est liée à l'histoire de la Révolution française et à l'histoire du progressisme tout court, on a le devoir quand même de faire partager, de faire partager le travail de réflexion qu'on a eu les moyens de faire, les moyens aussi en termes d'emploi du temps, parce qu'on n'est pas soumis aussi brutalement que d'autres à l'impératif de production, travail salarié, etc. On a le devoir de le partager. Sinon, on est dans une démarche de droite à la Ortega y Gasset, c'est-à-dire on méprise le populo parce qu'on méprise le beauf, ce que je peux faire quand je suis fatigué ou énervé, mais ça mène pas très loin, hein, de mépriser la vulgarité des vulgaires. Bon bah ça mène à l'isolement, à la solitude. À ce moment-là, bon, c'est plutôt une attitude de rentier. Si on a des sous, on fréquente que les beaux endroits et on se retire dans sa tour d'ivoire. Mais moi, en fait, mon gagne-pain, c'est de se faire de la pédagogie, c'est d'essayer de faire de la sociologie populaire. Donc je suis naturellement obligé d'être généreux et optimiste. Très bien. J'ai lu Misère du désir, Socrate à Saint-Tropez et Sociologie d'un dragueur. Puis je vais te faire revenir sur quelques notions qui m'ont beaucoup plu, hein, qui sont toujours d'actualité, notamment dans Misère du désir. Et est-ce que tu pourrais revenir par exemple sur l'idéologie du désir et la mécanique d'achat qui est liée? Moi je l'ai résumé de manière très synthétique. C'est réduire la liberté au désir et réduire le désir à l'acte d'achat. Hein, c'était ça. C'est-à-dire que et après, c'est la réalité, c'est le mécanisme actuel. Hein. Donc on voit très bien qu'on passe de liberté égale désir, et désir égale acte d'achat. Hein. Donc on a bien vu l'intérêt pour la société marchande et la société de consommation. Et alors après, on discute, on dit mais finalement dans la philosophie classique, ce qu'on appelle la liberté, c'est la maîtrise de ses déterminations. Hein. C'est-à-dire d'abord la connaissance de ce dont on est fait, pour pouvoir choisir ce qu'on veut être. Donc, quelque part, par rapport à cette définition classique, dire que la liberté, c'est de se laisser aller à ses pulsions, c'est-à-dire d'être l'esclave de ses pulsions, qui est la définition un peu 68arde et un peu libertaire, est-ce que c'en est pas l'exact contraire, hein? C'est-à-dire dominer ses pulsions ou se laisser aller à ses pulsions, ce sont deux définitions de la liberté, l'une classique, l'autre actuelle, et qui sont totalement opposées. Donc bon, moi déjà j'en discute, hein, c'est un débat. Et après dire, est-ce que si la liberté se réduit au désir, réduire le désir à l'acte d'achat, c'est-à-dire j'ai envie de cette magnifique paire de chaussures de sport, je me l'achète, etc. À quoi ça mène? Je veux dire, est-ce que ça mène parce que la question c'est est-ce que ça mène au bonheur, est-ce que ça mène à l'épanouissement, est-ce que ça mène à l'humanité avec un grand H? Et ça, c'est l'idéologie dominante, de prétendre ça. En gros, c'est que le bonheur, c'est d'avoir c'est le maximum de possibilités de consommation possible. Et après, c'est d'analyser ça, oui, ce que ça entraîne. Et tout l'aspect vide intérieur, névrose, stakhanovisme, piège, effectivement, le noyau dur de Misère du désir, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, on est piégé par l'idéologie du désir. Pourquoi y a-t-il de l'idéologie du désir? Est-ce que c'est parce que le pouvoir ou l'époque veut le bonheur des êtres, ou est-ce que c'est pas plutôt parce que le marché est une fuite en avant et qu'il faut absolument pas que la consommation s'arrête, et la consommation utilitaire atteignant rapidement un seuil de saturation, on est arrivé dans la consommation de l'inutile, c'est-à-dire avec du rêve, c'est-à-dire où la partie de l'objet réel est devenue presque secondaire, et ce qui compte c'est toute la valeur ajoutée symbolique qu'on met autour de l'objet. C'est-à-dire on vous vend des godasses de sport pour que vous preniez pour David Beckham, quoi, pas pour faire du sport, parce que finalement vous en avez déjà 4 paires. Et est-ce que tout ça est synonyme de bonheur, d'émancipation, de générosité, d'égalité, enfin de toutes ces, par rapport aux valeurs qu'on prétend nous vendre, hein, aux valeurs progressistes. Après, on peut choisir d'être ouvertement de droite, néo-fasciste, tout ce que vous voulez. Et là, je fais l'analyse et j'essaie d'aider les gens à faire cette analyse. Et je crois que la conclusion est assez facile. Est-ce que le monde dans lequel on est sans le bonheur, l'harmonie, l'équilibre, la maîtrise de soi, etc. C'est pas sûr. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a un progrès depuis 30 ans? C'est pas sûr. Alors effectivement, tout ça est masqué par la multiplication des objets, hein, des objets de consommation, en général, ce qu'on appelle la civilisation du plastique, c'est-à-dire de la drouille, quoi. Et je pense que quand on réfléchit à ça comme ça, après tout le monde arrive aux mêmes conclusions. Hein. C'est pas si sûr que ça, quoi. Ouais. Et cette mécanique d'achat, comme tu l'avais mis en valeur, tu me rappelles avoir entendu que tu disais par exemple
qu'il n'y a jamais eu autant de sexe à la télévision, mais les gens baissent de moins en moins. Ah. Oui. Moi, j'analysais que comment dirais-je, l'apologie de la sexualité transgressive par les médias ne correspond absolument pas, en plus de la critique qu'on peut faire sur le fond, à une réalité. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'il y a plus de liberté sexuelle dans le monde réel. Je pense même que statistiquement, on a plutôt reculé de ce point de vue-là depuis les années 70. Et je montre à quel point, c'est de l'idéologie, cette soi-disant apologie de la sexualité transgressive, on le voit bien dans les émissions où on pousse au cocufiage, aux pratiques sexuelles extrêmes, etc. Et on les pousse pour la masse. C'est ça qui est marrant, c'est qu'avant ça correspondait à des parcours individuels, initiatiques. Donc ça pouvait être presque des épopées culturelles. C'est-à-dire que le sadomasochisme chez un poète pris individuellement, ça peut être intéressant chez Pierre Louis. Mais quand ça devient une injonction comment dirais-je, manipulée par TF1 pour pousser les salariés moyens, les ménagères, à rentrer à passer au SM, je comprends plus très bien le modèle social, je comprends pas très bien où ça amène. Et là, je pose la question. Je pense que ça sent la manipulation, ça sent surtout la fin la fin d'un système. C'est-à-dire qu'on sent que la machine commence à chauffer, comme dans une centrale nucléaire. Là, ça commence à s'emballer, ça commence à devenir n'importe quoi. Parce que c'est plus le libertarisme joyeux des années 70, hippie gauchiste. Là, on est dans une espèce de truc. Ça pue le sordide, quoi. C'est la webcam dans les chiottes du F2 du chômeur. Là, ça sent vraiment le sordide. Il faut être très très malhonnête aujourd'hui pour pas le reconnaître, quoi. Et donc, dans l'idée, la liberté aujourd'hui, ça serait peut-être de faire l'amour et de pas consommer, justement, de pas se laisser influencer par le sexe ambiant et faire l'amour de son côté, sans bruit, sans caméra et sans acte d'achat. Oui, moi je me suis amusé à essayer de faire de la sociologie. Je dis bon, la société nous pousse à la consommation sexuelle. Alors l'idée que j'entendais à gauche à droite, c'est oui, donc il faut remettre à la mode la chasteté. Ça c'est une mécanique un peu simple. Je dis d'abord, la société nous pousse à la consommation sexuelle, mais il n'y a pas de consommation. Il y a des images, il y a surtout de la frustration, parce qu'on nous montre des femmes à poil toute la journée à la télé, on nous montre des espèces de relations sexuelles de type échangiste, etc. C'est devenu le noyau de toutes les émissions populaires. Mais ce n'est pas suivi des faits, c'est-à-dire que la réalité sexuelle du salarié français moyen n'a pratiquement pas bougé. Au contraire, lui se prend dans la gueule la crise économique, la crise urbaine, les inégalités accrues, etc. Donc, tout ça c'est une stratégie de frustration, c'est-à-dire qu'on fait sentir aux gens à quel point ils ont une vie sexuelle médiocre et fade par rapport aux images qu'ils reçoivent, donc on crée un décalage accru. Et deux, donc effectivement dire finalement ce qui serait bien c'est que les gens aient une vie sexuelle riche, parce que je pense que je peux tout à fait admettre que c'est bon pour l'épanouissement, je suis pas un idéologue de la frustration. Et deuxièmement, que ça se passe en dehors du circuit médiatique, c'est encore mieux. Oui, c'était ça l'idée. C'était en fait d'un côté il y a ceux qui parlent de cul toute la journée et puis il se passe rien, et peut-être que l'alternative à ça et la subversion, ça serait de ne plus du tout en parler, mais de le faire. Et ça c'était le jeu dans le bouquin, mais surtout j'ai bien insisté sur le fait qu'il fallait pas confondre mise en scène médiatique du désir et réalité, c'est-à-dire que la réalité sexuello-affective des gens est très 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 médiocre aujourd'hui, je le constate. Hein. Et j'ai su par la suite, après avoir fait cette question, que en fait tu as étudié via Cassoradis, tu assistes à ses cours, tu as été son élève. Et dans quelle mesure tu étais son élève, dans quel cadre en fait? J'étais élève à l'école de haute études en sciences sociales dans les années 80. Et j'étais dans son séminaire un peu par hasard, parce que quelqu'un m'avait dit que c'était pas mal. Et en fait à l'époque j'avais besoin d'avoir le statut d'étudiant pour des raisons presque de sécurité sociale. Et j'avais entre autres cursus, j'avais fait les beaux-arts et les hautes études en sciences sociales. Donc je me suis retrouvé l'élève de Castoriadis, qui m'a jamais, je dois le dire, impressionné. Hein. J'ai jamais trouvé très... Je pense que c'était pas un mec très sérieux, il m'a jamais impressionné, et bon, je n'en dirais pas de mal parce qu'il a eu une fin tragique, il s'est suicidé, donc c'est toujours étrange quand un vieux maître à penser comme ça se suicide. Je crois qu'il s'est peut-être pas remis soit c'est une histoire de femme, soit il s'est pas remis de ses prédictions ridicules sur, tu sais, parce qu'à l'époque il écrivait des bouquins où il prétendait que les Russes allaient nous envahir quand même. Hein. Je connais pas moi. C'était sa thèse des années 80, c'est ça, c'est qu'on était, ça s'appelait Devant la guerre, je crois, ou un truc comme ça, et il prétendait que les Russes
comme ils étaient au bord de l'implosion, donc il avait une analyse totalement fausse et qui prouve bien qu'il avait une vision très occidentalisée pour un marxiste et un soi-disant communiste des Russes, et qui pensait, il n'avait pas compris que les Russes n'ont jamais été agressifs. Ils ont toujours été même à l'époque de Staline, dans un problème de gestion de leurs problèmes intérieurs et beaucoup moins expansionnistes que les Américains. Et là, l'histoire est venue donner raison à cette thèse, puisque effectivement, Castoriadis avait compris comme état d'analyse que tous les signaux étaient au rouge et que la Russie était au bord de l'implosion, mais il en avait déduit que pour remédier à cette implosion, elle allait nous envahir l'Europe occidentale riche. En réalité, non, elle a elle-même décrété sa fin. C'est-à-dire que c'est quand même très rare dans l'histoire qu'un chef d'État, c'est-à-dire M. Gorbatchev, dit on arrête, on a raté, on arrête. Ce qui est la preuve d'une incroyable douceur politique. Alors que les Américains qui sont en train de se péter la gueule, eux disent pas on n'a plus les moyens d'être les maîtres du monde, on arrête. Non, non, ils sont en train de mettre en place la Troisième Guerre mondiale. On peut comparer les deux attitudes. Hein, quand même. En fait, moi je le connais plus parce que j'ai lu La montée de l'insignifiance, je sais pas si tu connais. Ouais. Et dans ce livre-là, justement, ça rejoignait un peu l'idée que je me demandais si ça avait été influencé ou pas. Parce que, par exemple, il dit que l'hédonisme des 68 heures a poussé à l'individualisme et à l'individualisme de type l'acte d'achat aujourd'hui, quoi. Oui, et que tous les gens un peu intelligents qui avaient une culture de la sociologie du collectif, donc qui avait une formation un peu de marxiste, étaient capables de faire cette analyse. Pasolini l'a très bien fait dès 72, même Jean Genet, enfin, tous les gens intelligents, et le grand spécialiste de ça c'était Lucien Goldman, qui était ils tous avaient bien compris quels étaient les enjeux de la société de consommation, et les plus intelligents, quel rôle jouait l'idéologie de mai 68 dans la mise en place définitive de cette société de consommation, que c'était se servir de cette idéologie libertaire pour casser la vieille société patriarcale du travail, responsable, etc., qui était pour moi le côté respectable de la société bourgeoise, qui était le respect du travail et le respect du producteur, alors que là on a tout tourné vers le consommateur. Et au nom de la transgression, on a fait une apologie du parasite, c'est-à-dire du consommateur non producteur. Cette analyse-là, le grand sociologue qui l'a faite très sérieusement, c'est Michel Kluskar, qui est en fait mon vrai maître à penser, entre guillemets. Le vrai type dont j'ai beaucoup appris, c'est Michel Kluskar, qui est un grand sociologue communiste des années et qui a théorisé le libéralisme libertaire. Réellement, c'est-à-dire qu'il a inventé ce concept du libéral libertaire dès 72, 4 ans après mai 68. Il a dit, et il a écrit dans des livres prophétiques, dont un qui s'appelle Néofascisme et idéologie du désir, que j'ai préfacé. Il a annoncé de manière prophétique à quoi allait mener mai 68. C'est-à-dire qu'il avait déjà prévu Cohn-Bendit, bras dessus bras dessous avec Bayrou, appelant la jeunesse à voter pour la constitution Giscard, appelant à la guerre en Irak, parce que c'est exactement là où en sont tous ces anciens chantres de mai 68. Je veux dire, historiquement, tout est vérifié. On a eu 35 ans pour vérifier que finalement Georges Marchais avait raison sur mai 68. Quoi. Et en fait, comme je te demandais ta formation, c'était une question que j'avais préparée pour après, mais bon, comme je l'ai là et que... En fait, quelle est ta formation? C'est vrai que comme je te l'avais dit, on est bombardé dans la télévision de philosophes, sociologues, mais j'ai su il n'y a pas longtemps qu'Alain Finkielkraut avait été seulement agrégé de lettres, donc c'est très très peu pour... C'est moi qui l'ai su. Ouais. Dans une agrégation de lettres plus de diplômes que moi pour prétendre faire de la philosophie, quoi. Moi je prétends et je revendique mon statut d'autodidacte, c'est-à-dire que j'ai fait des études totalement bidon, parce que les études de sciences humaines sont pas du tout sérieuses, tu vois, j'y crois absolument pas. Mais j'ai fait ces études-là pour des raisons de statut social, c'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir la sécurité sociale et d'être officiellement étudiant pour bénéficier de l'AMNEF, etc. Mais je n'ai rien appris à l'intérieur de l'université, ça c'est sûr. J'ai tout appris par les efforts personnels que j'ai faits pour essayer de comprendre mes contradictions, le lien qu'elles pouvaient avoir avec l'époque, et qui pouvait me donner des indications pour les comprendre. Donc un livre en a amené un autre, et tout vient de ma curiosité et des rencontres. Et les rencontres sont liées à la curiosité. Et tous les grands philosophes que j'ai lus, les grands sociologues que j'ai lus, notamment comme Lucien Goldman, qui est un très grand sociologue marxiste, mais plus marxien que marxiste, j'en ai jamais entendu parler à l'université. Les types qui tenaient le haut du pavé à l'époque, dans les années 80, comme Michel Foucault ou Castoriadis, sont pour moi des Brel et des tout petits joueurs par rapport à Piaget par exemple sur la question du structuralisme, ou à Henri Vallon, tu vois, ou à Lucien Goldman, ou à Michel Kluskar, tu vois. Tous les grands penseurs qui m'ont aidé à me former, je les ai découverts par moi-même, et ils étaient totalement occultés par l'université. Et l'université ne mettait en avant que des mauvais, dont Bourdieu, qui pour moi est vraiment un positiviste et un sociologue de troisième zone. C'est pas du tout un grand sociologue pour moi.
D'accord, c'était une de mes questions d'après, mais c'est très bien parce que c'est vrai que quand on passe à sociologie, on pense tout de suite à Bourdieu et il est considéré comme le meilleur sociologue, enfin, dans l'idéologie dominante. Hein. J'ai quand même essayé de démontrer par des textes assez courts et assez ironiques que la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est rien, il n'y a rien dedans. C'est un enfonceur de porte ouverte, c'est un positiviste. En plus, il se réclame d'Auguste Comte, alors que la critique du positivisme comme idéologie et comme naïveté a été faite par Lénine, tu vois, dans matérialisme et empiriocriticisme. Enfin, tu vois, le débat est quand même presque réglé même depuis Lukács, tu vois, les années 20. Je suis étonné, de la naïveté de Bourdieu, mais une fois j'avais demandé quel était le secret de Pierre Bourdieu à un philosophe de talent, il m'a dit sa médiocrité. Tu sais, c'est un type qui est monté. Quand tu montes jusqu'en haut de la hiérarchie universitaire, c'est que tu as fait de tort à personne et que tu n'as pas gêné les politiques. Parce qu'en sciences humaines, je suis désolé, si tu es réellement subversif, tu dégages. Je suis désolé, si tu es réellement subversif, tu dégages. Je suis désolé,